Bonjour Yoël, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. D'abord parce que tu es un ami d'enfance. C'est pas ce que j'ai fait dans les derniers épisodes que j'ai fait. Là, on a tous les deux 30 ans, on se connaît depuis 30 ans. Clairement depuis 30 ans, ouais. Euh, et donc tu es rabbin de la ville de Sevran, tu es Moël, c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Tu es aussi Chaliar, donc émissaire du Rabbi, délégué du Beth Lubavitch dans la ville de Sevran. Tu as ouvert apparemment quelques institutions déjà, une crèche ou deux. C'est ça, ouais, 1 an et demi pour l'instant. Et 1 an et demi, bientôt la deuxième, et la suite si Dieu veut. Aujourd'hui, on est là pour parler de la Brit, de la circoncision. Et c'est un sujet qui est parfois difficile à aborder avec les gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réticents, etc. Donc on est là aujourd'hui pour parler justement de ça. J'aimerais que tu me dises, dans un premier temps, comment est-ce que tu as décidé que tu allais faire ce métier-là? Parce que c'est un métier qui fait peur à beaucoup, et je m'inclus là-dedans. C'est un métier qui est pas facile à faire. Donc, comment est-ce que tu as décidé un jour que c'est ce que tu voulais faire? Alors bonjour Yair, merci beaucoup pour ton invitation. Alors la Brit Mila pour moi ça a commencé quand j'étais tout petit. C'était un dimanche matin. Mon père m'a demandé, j'avais 8 ans je pense, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux m'accompagner à une Brit? Et donc je l'ai accompagné. On arrive à la Brit Mila, il finit sa Brit et il me dit Yoël, est-ce que tu veux m'accompagner à une autre Brit? Maintenant j'avais 8 ans, c'est pas vraiment un choix que j'avais, mais je lui ai dit ok. Dans mes souvenirs, il y avait encore une autre après. Et en arrivant en retard au Brit, quand mon père est arrivé dans les Brits, j'ai vu le regard des gens, une sorte de joie profonde, de moments de bonheur. J'ai regardé les parents et j'ai senti qu'ils étaient à un pic de simra, de joie dans leur vie. Et j'ai dit, mais c'est trop beau ça. J'ai envie dans ma vie de vivre tous ces moments de joie, de partager ces moments de joie que les parents vivent et d'en faire mon métier. Donc c'était un rêve d'enfance. Et l'aspect technique, t'as pas fait peur? Alors, l'aspect technique, pour répondre à cette question, il y a la réponse, on va dire, physique, et il y a la réponse spirituelle. Physiquement, le Moël, il doit toujours vérifier avant la bride que le bébé il est prêt. Ça n'existe pas qu'on rentre dans une maison et qu'on demande au bébé, aux parents, sans connaître l'historique du bébé, de faire la Brit Mila. C'est pas possible. Donc on se prépare avant, on vérifie que le bébé il est prêt. En fait, la peur, c'est l'imprévu. C'est ça. Quand on a prévu, on a organisé, on a toutes les informations, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Donc ça, c'est l'avant. Et pendant la Brit, il faut être très, très, très concentré. Il faut être uniquement sur la Brit Mila. Il y a un Moël qui m'a dit un jour, quand tu fais la Brit Mila, quand je fais la Brit Mila, il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a que le bébé qui est en face de moi qui est là. Donc quand je fais la Brit Mila, je suis concentré à 100%. Je laisse rien ni personne me déconcentrer. Il y a une histoire comme ça qui m'était arrivée, où j'étais en train de faire une Brit Mila dans une grande salle. Il y avait beaucoup de monde. Et alors tu sais, le Moël, quand il est assis, il est devant la chaise du sandak qui est assis, celui qui porte le bébé. Et juste à côté, il y a la table. En général, la table, elle est toujours collée au Moël pour que le Moël il puisse prendre ses affaires et que personne ne passe à cet endroit-là. Et j'avais un photographe qui est venu voir et qui se met son appareil photo comme ça entre moi et le bébé et qui se met à prendre des photos avec le flash sur mon visage. Alors, il n'y a rien de pire pour déconcentrer un Moël qui est en train de faire une Brit Mila. Donc, je lui dis une fois, bon, il recule et il recommence. 2 fois, il recule, il recommence. 3e fois, il se met à me faire un sketch devant tout le monde. Laissez-moi faire mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Scandale. Ouais. Un scandale. Comme si qu'on peut dire que la qualité de photo était plus importante que la sécurité du bébé. Donc, c'est toutes ces choses-là que pendant la Brit Mila, le Moël, il doit gérer. Il doit être concentré à 100% et laisser rien ni personne le déconcentrer. Ça, c'est au moment de la Brit Mila. Ça peut être aussi un enfant, un gosse qui va marcher entre toi et le matériel. Il faut savoir s'arrêter, vous reculez, on va perdre 2 minutes, mais au moins, la Brit Mila sera bien faite. Il y a la pré-Brit Mila. Le Moël, des fois, le Moël, il peut être pressé, il doit repartir. Bien prendre le temps, vérifier que le pansement est bien resté en place, qu'il n'a pas bougé, qu'il adhère bien. Donc ça, c'est les choses qu'on fait pour ne pas avoir peur, entre guillemets, vérifier avant, pendant et après. Et après, il y a l'aspect spirituel. Alors, l'aspect spirituel, c'est le Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov était tout petit, son père l'a quitté. Et son père lui a dit sur son lit de mort, n'aie peur de personne et n'aie peur de rien. Atefachet me afechad ou mishum adam. Parce qu'il y a un Dieu sur terre
Et c'est Dieu qui a créé le monde, et c'est Dieu qui surveille le monde à chaque instant. Il ne faut pas avoir peur. Alors ça, c'est valable dans tout, et particulièrement dans la Brit Mila. Un Moël, il doit avoir confiance en Dieu à 100%. À la fois, on doit être à 100%, on doit être concentré à 100%, vérifier que le bébé est prêt, tout bien faire, prendre son temps. Mais à la fois, il faut cette émouna et ce bitachon, et c'est les deux ensemble qui font que le Moël n'a pas peur. C'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais qu'on a peur quand il y a de l'imprévu. Et en fait, la confiance en Dieu, elle te fait réaliser que tout est prévu. C'est-à-dire qu'il y a une préparation en amont. Dieu a fait en sorte que les choses vont bien se passer. Et puis, quand quelqu'un a peur, ça donne encore plus de chances de rater l'acte de la circoncision. Quelle formation? Combien de temps dure la formation? À quel âge tu l'as fait? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, moi, j'avais commencé très jeune, dans le sens où, à l'âge de... Je crois que j'avais 15 ans. Bon, déjà, tout petit, j'ai accompagné mon père au Brit. C'est moi qui lui portais la grosse mallette de Brit Mila. Et à l'âge de 15 ans, mon père, il m'avait emmené un samedi soir pour retirer un pansement à un bébé. Et il me dit... et donc, t'imagines, là, t'es à la place du papa. Moi, je suis le fils qui a 15 ans, mon père qui est assis à côté. Et il me dit à l'improviste comme ça, alors Yoël, voilà, tu attrapes le pansement ici et tu commences à l'enlever. Bon, je l'écoute, il est à côté, j'enlève le premier pansement, rien n'était prévu. Et donc tu l'avais déjà vu faire ça plusieurs fois? Ouais, je l'avais vu ça plein de fois. Et donc j'avais commencé, on va dire, entre guillemets, ma formation, je l'ai accompagné dans beaucoup de brites. Et à l'âge de 20 ans, quand je suis parti en Israël pour faire ma smicha à Torah Temet, à l'Yeshiva à Yerushalayim. Donc ton diplôme de rabbin. C'est ça. J'ai un ami israélien qui me dit, voilà, j'ai trouvé, il y a un formateur de la Brit Mila là-bas. Et mon père m'a dit, il faut que tu apprennes en Israël, il y a des grandes formations. Donc j'ai tout de suite accroché, je suis allé à cette formation. Il y avait une trentaine d'élèves à peu près, on apprenait avec il s'appelle Ravi Cheskel Kain, un grand formateur de Brit Mila qui a formé des centaines, aussi c'est pas des milliers de Moalim. Et je l'ai accompagné, j'ai fait cette formation pendant 1 an. Alors au début c'est que de la théorie. À la fin, on passe à la pratique seulement. Il nous accompagne à toutes les brites. L'année d'après, je suis retourné en Israël pour finir ma formation. Et à la fin de cette année-là, il m'a dit « Yoël, t'es prêt, tu peux rentrer en France. Il faut que tu démarres la brite maintenant. » Et les premières circoncisions, tu les fais accompagner de ton mentor, entre guillemets, du formateur, ou t'es tout de suite tout seul? Comment ça se passe? Alors, quand j'étais arrivé en France, quand je suis rentré en France, j'étais prêt, donc je commençais à faire mes brites entièrement seul. Mais quand je faisais ma formation en Israël, le Moël qui nous a appris, il est responsable de nous. Donc, il était tout le temps avec nous, à toutes les brites. Il nous accompagnait. D'accord, c'est des brites à lui. C'est lui qui nous emmenait à ses brites. C'est nous qui faisions les brites. Mais il était à côté de nous. Il va nous donner les pansements. Il va nous faire des petites choses qui vont nous faciliter dans les débuts. Et puis, rien que sa présence, c'est rassurant. Et donc, il y a un moment, il te dit c'est bon, fin de la formation, tu peux y aller. Combien de temps en tout, la formation? Moi, en réalité, la formation, elle a commencé depuis tout petit. Mais par ce Moël-là, je dirais sur 2 ans. Ah ouais, 2 ans en tout de A à Z. C'est énorme. Après, encore une fois, la brite, on en apprend tous les jours, on se perfectionne toute la vie. Moi, j'ai parlé une fois avec un Moël Vatik, un vieux Moël qui a une très très belle carrière de Mila. Il m'a dit, mais j'en apprends tous les jours, alors qu'il a 50 ans de métier. Et comment se passe la première, ou peut-être les premières circoncisions? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne, ou au bout de combien de temps vraiment tu vas tout seul? C'est-à-dire il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, au bout de combien de temps tu vas pour la première fois tout seul? Est-ce qu'il y a une période où tu es en médecine? Moi, j'ai toujours été impressionné par ça. J'ai fait malheureusement quelques séjours à l'hôpital. J'ai été impressionné par le fait que tu as toujours un médecin avec je sais pas, des fois quand ils rentrent dans la visite générale, ils sont 15, tu vois. Tu as le médecin, comment on appelle ça, les internes, les étudiants de première année, deuxième année, enfin peut-être que je me trompe, mais en tout cas ils sont toujours beaucoup. L'infirmière, elle est toujours avec une apprentie, l'aide-soignant aussi avec une apprentie. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça? Tu es accompagné par une sorte de tuteur, de
référence quoi, pour commencer. Comment ça marche? Alors, cette étape-là, elle est surtout dans la période de formation, où le Moël qui nous apprend, il est responsable de nous. Donc, pendant toute cette année-là, il est hors de question qu'on fasse une Brit Mila sans lui à côté. Alors au début, il va intervenir beaucoup, il va être là, il va nous parler, il va nous dire, voilà, fais plus comme ça, fais plus comme ça. Après chaque Brit, il nous prenait, il nous disait, voilà, ça c'était bien, ça c'était un peu moins, il faut que tu te perfectionnes dans ça. Et il intervient au milieu s'il y a besoin ou pas? Il n'y a pas besoin d'intervenir au milieu, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Quand il te laisse faire la Mila, c'est qu'il sait que tu es capable de la faire. D'accord. Pour moi, personnellement, il n'a jamais eu besoin d'intervenir. Non, c'était juste, voilà, des petites phrases. Tiens, le pansement, il va te tendre le pansement, il va te faire des petites choses qui vont te mettre à l'aise, qui vont te faciliter. Comment se passe la prise de contact? Alors, je t'ai demandé au début de je sais pas comment on appelle ça, un interview du podcast. Je t'ai dit, est-ce que tu peux éteindre ton portable? Tu m'as dit non, je peux pas rater un appel, c'est hyper important. Comment se passe la prise de contact? Un parent, il t'appelle. Alors moi, comme tu sais, j'ai pas encore de garçon, donc j'ai pas eu cette expérience. Ouais, ça va venir. Et puis, il t'appelle. Quelles sont les premières questions? Quelles questions toi tu poses? Tu vois, c'est quoi les questions que tu reçois le plus des parents? Tu vois, c'est intéressant. Un appel typique de Brit Mila, comment ça se passe? J'imagine que tu as le discours déjà tout près dans la tête. Comment ça se passe? Alors, lorsque les parents m'appellent, la première chose qu'ils veulent, eux, c'est confirmer la Brit Mila, c'est réserver la salle, c'est envoyer les invitations. Mais on peut pas faire comme ça. Une Brit Mila, il faut d'abord voir et être sûr que le bébé, il est en bonne santé. Alors, comment on vérifie la bonne santé d'un bébé? C'est la courbe de poids. Donc, le bébé, comme tu sais, au début, pendant 3 à 4 jours, il va perdre du poids. 2, 3, 4 jours à peu près. Donc, tant qu'il perd du poids, on ne peut pas savoir si le bébé il est prêt. Donc, on est obligé d'attendre que le bébé va reprendre du poids. Combien de jours ça prend? Alors, il y a des bébés, au bout de 48 heures, ils peuvent commencer à reprendre du poids. En général, c'est 3 jours. Il y a des bébés, ça peut prendre 4 jours, des fois plus. Un bébé qui ne reprend pas du poids, c'est mauvais signe. Ça peut cacher une infection, ça peut cacher une intolérance au lait. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, la première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que le bébé reprend du poids? Donc moi, personnellement, je demande aux parents toujours de m'envoyer le poids du bébé chaque jour. Comme ça, je sais en direct. Est-ce qu'on se dirige pour confirmer la Brit Mila? Ou est-ce que c'est possible que cette Brit Mila ne va pas être faite à 8 jours parce que le bébé n'a pas encore repris du poids? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours les gros bébés. Les bébés, des fois, tu as des bébés à 4 kilos. Et tu as la grand-mère qui te dit mais il fait 4 kilos, on peut envoyer tout de suite les invitations. Non, pas du tout. En fait, c'est pas le poids du bébé de naissance qui définit s'il est prêt ou pas. Mais c'est combien il va grossir. Moi, j'ai déjà eu pas mal de fois des bébés de 3-4 kilos où le bébé, il prend 5 grammes, 10 grammes, 5 grammes, 10 grammes. Ça, c'est un bébé qui est pas prêt. Et donc, j'ai insisté, j'ai dit non, on fait pas la Brit Mila, le bébé, il est pas prêt. Et il s'est avéré effectivement qu'il avait une intolérance au lait. Ils ont changé, au bout d'une dizaine de jours, ils ont changé le lait. Donc, il y a plusieurs sortes de lait. Bon, ça, après, c'est un autre sujet. Et le bébé, il a pris 100 grammes en 48 heures. Un truc énorme. Et t'as des bébés, au contraire, des bébés tout menu, 2 kg 3, 2 kg 4. Et les parents, ils t'appellent. Bon, alors voilà, on voudrait se projeter pour la Brit Mila. Bon, on sait très bien que ça va pas être tout de suite. Ça va être dans 10 jours, 15 jours. Je dis non, pourquoi? Combien il pèse votre bébé? Ok, très bien. Vous le pesez. On suit la courbe de poids du bébé. Et c'est là qu'on peut voir que c'est souvent les bébés qui sont menus qui vont grossir beaucoup plus vite. Et des fois, avant la Brit Mila, ils ont déjà dépassé leur poids de naissance. Donc en fait, c'est pas le poids du bébé qui est important, mais c'est combien il va reprendre. Donc la première question que je demande aux parents, c'est quel poids du bébé? Très bien, envoyez-moi le poids du bébé, et dans 2-3 jours, on pourra tout bloquer, confirmer la Brit Mila. Et les infections, tu me dis, tu m'as parlé des infections. Bon, moi, je viens d'avoir un enfant, donc je sais qu'il y a le flash pour vérifier. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le Billy Flash. Billy Flash pour voir si le bébé n'a pas la jaunisse. Est-ce que ça rentre en compte aussi dans la Brit Mila? Tu m'avais parlé d'un détail intéressant là-dessus. Exactement. Alors la jaunisse, c'est vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que c'est déjà la jaunisse? Le bébé, lorsqu'il sort du ventre de la mère, il a un pic de taux de bilirubine dans le sang. Donc cette bilirubine-là, elle va en général être évacuée dans les selles. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu as remarqué, les bébés à la naissance, les selles sont jaunes. Parce que le bébé, il est en train d'évacuer la jaunisse, la bilirubine. Maintenant,
la jaunisse en soi, c'est pas dangereux, à moins d'avoir une très 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 forte jaunisse. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, on ne fait pas la Brit Mila un bébé qui a Tsaïvet. Tsaïvet, c'est la jaunisse. Mais c'est combien la jaunisse? C'est quoi? C'est pas marqué. À l'origine, on sait très bien qu'ils n'avaient pas de test pour quantifier la jaunisse. Donc le Moël, il prenait, il regardait au soleil, et il décidait selon la massorette. Ah, l'enfant. L'enfant lui-même. Bah oui. Wow. À l'époque, c'était ça. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de Moalim qui vont pas regarder forcément le taux de jaunisse, le taux de bilirubine, mais qui vont regarder plutôt l'aspect du bébé. Dans les Sfarim, c'est marqué à peu près 230 micromoles. Donc nous, lorsqu'un bébé, il a plus que 230, 250, 280, on va dire on fait pas la Brit Mila. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des fois, moi je demande aux parents, c'est quoi le taux de jaunisse, le taux de bilirubine? Et les parents vont me dire, c'est bon, il n'a pas la jaunisse, on a vérifié, il n'a pas la jaunisse. C'est la sage-femme, je crois, qui vient à la maison. Qui fait le truc, ouais. Et je lui dis, oui, il n'a pas, mais il a combien? Et là, elle me dit 280. Je lui dis, mais alors pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'hôpital, ils n'ont pas les mêmes taux que nous. À l'hôpital, pour eux, une jaunisse qui est en dessous de 300 à 4 jours de vie, 5 jours de vie, c'est pas important. Ils vont pas réagir, ils vont pas mettre le mettre sous la lampe à UV. Mais nous, à partir de 230 déjà, on va se poser des questions. Est-ce qu'on va lui faire la Brit Mila ou pas? Donc en fait, c'est très important de connaître le taux de jaunisse du bébé, même si à l'hôpital, on lui dit non, il n'a pas la jaunisse, ça va. Il faut savoir combien il a, parce que chez nous, on est plus mahmir, on va être plus strict pour faire une Brit Mila à un bébé qui a la jaunisse, même qu'il n'y a pas de problème a priori médical. Mais des Chachamim, ils ont dit, on ne fait pas une Brit Mila à un bébé qui a la jaunisse. Donc à partir de 230, on ne va pas le faire, même si à l'hôpital, pour eux, il n'y a aucun problème. Du coup, ça fait énormément de détails à vérifier. Tu me parles de jaunisse, d'aspect un peu médical. J'imagine que ça va forcément causer que les gens ont du mal à faire confiance. Et je sais qu'il y a des gens à qui j'ai parlé qui m'ont dit ah non, moi j'ai absolument besoin d'un médecin. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais j'imagine que les débuts en tant que Moël, donc tu m'as dit que tu as fait ta formation en Israël, tu arrives à Paris, tu n'as pas reçu tout de suite beaucoup d'appels. Comment est-ce que tu inspires la confiance aux gens? Alors j'aurais aimé te raconter que quand je suis arrivé à Paris, le téléphone il sonnait tous les jours, tout le temps, que les Brit Milot se sont enchaînés. J'aurais aimé te raconter ça aurait fait une belle histoire, mais je vais te raconter la vérité, comment c'était. C'était pas du tout comme ça. En fait, quand je suis arrivé à Paris, c'était très très dur de commencer. Et pourquoi? Parce que comment on choisit un Moël? On choisit un Moël parce qu'on l'a vu pratiquer faire des brites. On choisit un Moël parce qu'il a fait la brite de mon meilleur ami, de mon cousin. Vous étiez là, on vous a vu à la brite de un tel. Donc en fait, qu'est-ce qui amène une autre brite? C'est d'avoir fait une brite. Donc pour pouvoir évoluer, il faut forcément avoir pratiqué. Sauf que quand tu rentres et tu es prêt à démarrer, il n'y a pas un premier, personne ne te connaît. On n'est pas là, c'est un parent qui va te donner son fils pour faire une Brit Mila. C'est un endroit délicat, un endroit important dans le corps de l'enfant. Il faut qu'il ait une totale confiance en toi. Donc dans les débuts, le seul moyen de commencer, c'est de commencer par la famille ou les amis très proches. Moi j'ai eu la chance, et je remercie vraiment, lorsque je suis arrivé en France, j'ai mon frère Yossi qui attendait un petit garçon. Il m'a dit Yoël, si j'ai un garçon, tu ferais la Brit Mila? Je lui ai dit écoute, si papa il est d'accord, avec plaisir. Et mon père a donné son accord. Et j'ai fait la Brit. Il y avait beaucoup de monde à cette Brit Mila. Et pendant quelques jours, quelques semaines, il n'y a plus eu de Brit. Ça s'était très bien passé, grâce à Dieu. Et puis après, j'ai eu encore un ami très très proche qui m'a fait confiance, qui m'a dit, d'ailleurs je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit juste avant la Brit. On était dans une petite salle, lui et moi. Il me regarde droit dans les yeux comme ça, il me dit Yoël, je veux que toi pour ma Brit Mila et personne d'autre. Hein. Ouais. Ça m'avait marqué. Sympa. Attends, j'étais au début, tu vois pas ce que j'avais fait. Donc j'avais fait ces quelques brites, puis après c'est les amis des amis, puis après, plus tu en fais, plus le cercle il s'agrandit, et après il y a cette phrase que les Moalim connaissent, le fameux bouche à oreille. Donc plus ton cercle s'agrandit, plus après il y a des gens qui t'appellent. Il y a le site internet aussi qu'on a fait ensemble. Le site internet que tu m'as fait, qui est extraordinaire. Qui a beaucoup aidé. Et non seulement, mais j'en fais plus beaucoup aujourd'hui, donc c'est pas une page de pub. J'aimerais revenir un peu sur le côté technique. Qu'est-ce qui se passe exactement dans une Brit Mila, sans rentrer trop dans les détails qui peuvent faire peur aux gens, parce que bon,
C'est un peu glauque quand même. C'est un acte médical. Est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer ce qui se passe? En fait, c'est plus pour... Le but de ce podcast, c'est quoi en réalité? Tu vois, on a fait la semaine dernière, il y a 2 semaines avec Menachem Pérez sur le décès et le deuil. J'ai fait avec Rav Lemel sur 3 épisodes sur le couple. Le but, c'est de faire découvrir aux gens que, de un, le judaïsme, c'est pas quelque chose qui a des kilomètres, que c'est pas parce qu'on a une barbe et qu'on ressemble pas forcément à tout le monde que ça veut dire qu'on est différent. Et de leur faire sentir que c'est accessible, en fait. Tu vois. Donc, mon but à travers cet épisode, c'est de montrer aux gens que la Brit Mila, c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Finalement, on a des gens compétents qui savent le faire. Donc, est-ce que tu peux me décrire l'acte en soi, de quoi il s'agit en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vraiment très simple, la Brit Mila, c'est de prendre le prépuce du bébé, d'inciser, de retirer le prépuce du bébé. Il y a une différence près avec l'adulte, c'est que chez l'adulte, le prépuce, il n'est pas collé. Mais chez le bébé, chez le nouveau-né, il est collé. Donc avant de faire la Brit Mila, on est obligé de faire ce qu'on appelle la Afrada, donc décoller le prépuce. On prend le prépuce, on l'incise, on met un pansement, fin de la Brit Mila, on lui retire 24 heures après. C'est aussi simple que ça. Quelles complications il peut y avoir? Alors, les complications d'une Brit Mila, il faut vérifier surtout qu'il n'y ait pas de saignement après la Brit Mila. Donc juste après la Brit Mila, on met un pansement. Le Moël, il doit vérifier après que le pansement il a bien adhéré, qu'il ne bouge pas et qu'il n'y ait pas de saignement. Ensuite, alors moi je fais un peu à l'extrême, mais ça me rassure et ça rassure les parents. Je dis aux parents de vérifier le pansement toutes les premières demi-heures, au moins pendant 2 heures, et toutes les heures jusqu'au soir. Donc comme ça, je sais que les parents ils sont systématiquement en train de vérifier que le pansement n'a pas bougé et qu'il n'y a pas de saignement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on s'éloigne de la brite, plus la possibilité de saignement elle devient petite. Ça veut dire qu'il y a moins de probabilité de saignement. Donc au début, j'insiste, voilà, vous ouvrez vraiment toutes les demi-heures, après toutes les heures. Un bébé qui n'a pas saigné de toute la journée, c'est quasiment impossible qu'il y ait normalement de saignement pendant la nuit. Donc je dis toujours aux parents, voilà, vous vérifiez toute la journée. Le soir, vous me tenez au courant que le bébé il a bien uriné. Ça, c'est très important après la Brit Mila. Et après, c'est bon. Moi, je reviendrai le lendemain. La nuit, vous n'avez pas besoin de vérifier. Juste quand vous lui changez la couche, 1 ou 2 fois pendant la nuit, vous vérifiez. Donc, c'est tout. Bien vérifier qu'il n'y ait pas de saignement après la Brit. Ça, c'est une chose qui est très importante. Des fois, le moelle, il est pressé, il doit courir. Il faut prendre quelques minutes pour vérifier que le pansement est bien resté en place. Pourquoi le 8e jour? Est-ce qu'on peut repousser? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable? Souvent, les gens, ils veulent faire le dimanche, tu vois, pour avoir plus de monde, ou un jour férié quand il y en a à proximité du jour de la officielle, on va dire, de la Brit. Mais pourquoi spécifiquement le 8e jour? Alors, on fait la Brit Mila le 8e jour parce que c'est marqué Ubayom Hashmini, Mol Bessar Orlato. Donc, c'est la Torah qui demande de faire la Brit Mila le 8e jour. On ne repousse pas un commandement de la Torah. Donc, on doit tout faire pour faire la Brit le dimanche. Le dimanche. On doit tout faire pour faire la Brit Mila le 8e jour. Maintenant, donc, le fameux dimanche, les parents, ils font une fête. Donc, ça les arrange toujours de faire le dimanche. Donc, ce qui arrive souvent, c'est est-ce qu'on peut décaler d'un jour ou 2? Bien sûr, non, on ne reporte pas une Brit Mila. Des fois, c'est bon, mais j'ai la grand-mère qui doit venir d'Israël. Ça, c'est classique. J'ai de la famille qui prennent les billets d'avion. Est-ce qu'on peut au moins arranger d'un jour parce qu'ils ont le vol, etc. Il ne faut pas reporter. Il faut bien que les gens comprennent que quand il y avait le Covid, on faisait les Brit Milot, il n'y avait pas d'invités. Il y avait le papa, la maman, le moël et la table. C'est tout. Et la famille. Hein? La famille et les enfants, quoi. Les familles et les enfants. S'il y a des enfants. Il n'y a pas une raison, j'avais toujours entendu, il y a un taux de coagulation maximum ou quelque chose comme ça le 8e jour. Alors ça, c'est extraordinaire. Tu vois, j'avais même pas prévu de parler de ça, mais c'est très intéressant. En fait, dans la coagulation du bébé, il y a les 3 facteurs, TP-TCA, plaquettes, la prothrombine, le temps de céphaline activé et les plaquettes. Et en fait, la TP, elle est évolutive chez le nouveau-né. Donc le bébé à la naissance, il a 30, 40, 50%, 60%. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul jour dans toute la vie d'une personne où la TP, elle va passer de 90 pour le 7e jour et 100% le 9e jour, le seul jour de toute sa vie où il va atteindre les 115% ou 110%, c'est le 8e jour de coagulation. Pour nos amis qui ne comprennent pas tous les... c'est le 8e jour médical. Donc ça veut dire qu'en réalité, et ça c'est un argument qui fonctionne avec les parents,
de dire, sachez que si vous maintenez la Brit Mila le 8e jour, votre bébé, c'est pour lui le meilleur jour pour faire cette Brit Mila. Et je me rappelle une histoire aussi comme ça, où il y avait une famille qui m'avait appelé pour une Brit Mila. Et j'ai dit, d'accord, donc quel âge il a le bébé, etc. Et elle me dit, bon, il a 3 semaines. Ah, donc c'était un bébé prématuré. Ils ont attendu parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas faire la Brit Mila aussitôt. Je dis, ok, quand est-ce qu'on fait la Brit Mila? Je leur dis, ne bougez pas, je viens chez vous. Je suis venu chez eux, il est testé la nuit, donc ils m'ont appelé le soir, je suis venu le lendemain. Je fais les tests sur le bébé, je teste la tonicité du bébé, et je leur dis, écoutez, votre bébé, il est prêt. Elle me dit, ah super, alors on fait quand la Brit? Je leur ai dit, ben tout de suite, ou demain matin, comme vous voulez. Ouais, mais bon, il faut s'organiser quand même. Il faut s'organiser. Et moi, je dis les choses comment je pense qu'il faut les faire. Après, dans ce cas, je ne pensais pas qu'ils allaient m'écouter. Tu vois, c'était pas des parents très pratiquants. Je pensais que je l'ai dit parce que le moelle, il dit ce qu'il doit dire. Après, si les parents, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, évidemment, ils m'ont pas dit on fait la Brit tout de suite. Ils m'ont dit on vous appelle dans 1 heure. Je suis reparti. Pour moi, la Brit, elle allait être dans 1 semaine. Et 1 heure après, la mère qui m'appelle, on était lundi, elle me dit on est d'accord de faire la Brit demain matin, mardi matin. Donc déjà en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde dans une Brit Mila, les gens travaillent. Donc, mais quand tu préviens pas les gens, tu les préviens la veille, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde à une Brit Mila. Et bien là, figure-toi qu'à cette Brit Mila, et je l'ai dit quand j'ai pris la parole pendant cette Brit Mila, une choule comme tu n'as jamais vu remplie, un mardi matin. Peut-être 80, 90, 120 personnes comme ça, qui ont été prévenues quelques heures avant. La veille pour le lendemain, quoi. Comme quoi, quand tu fais bien les choses, quand tu fais des choses comme elles doivent être, Kadosh Baruch Hu, il paye, il rembourse. Incroyable. J'ai parlé tout à l'heure du choix de certaines personnes de prendre un docteur. C'est mieux, un docteur bon, ton père, il est docteur. Donc je sais que ton père, ton oncle, la famille Altabé, on sait qu'il y a beaucoup de moelle dans ta famille. Est-ce que c'est un sujet qui revient? Les gens, ils t'appellent, te disent vous n'êtes pas aussi docteur? Ah non, je préfère prendre un docteur. Est-ce que c'est un argument qui revient souvent? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent je préfère prendre quelqu'un qui est aussi docteur? Est-ce que c'est un argument valable? Alors, c'est pas un argument valable. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais te dire pourquoi. Mais comme tu me formules la question comme ça, je vais te dire les gens, et moi j'ai fait beaucoup de Brit Milot, où le père ou le grand-père, il est dentiste, il est médecin. J'ai fait des grands-pères gynécologues. J'ai fait un chirurgien, j'ai fait un papa chirurgien. Tout type de médecin. Et eux qui sont dans le milieu médical, ils auraient pu faire appel à un médecin. Ils ont fait appel à un moelle. Donc, le moelle, et ça c'est la réponse à la question, est-ce que le médecin il est plus apte à faire la Brit Mila? Le moelle, il connaît tout sur la Brit Mila. Et ce que je te dis, c'est ce que moi-même j'ai entendu d'un médecin. Ça sert à rien. Parce que le médecin, il va pas connaître une ficelle ou une technique en plus que le moelle connaît pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on pratique la Brit Mila depuis Avraham Avinu. Donc on est constamment à jour. On connaît toutes les méthodes possibles. Et donc je l'ai déjà dit, mais le médecin ne va pas savoir quelque chose que le moelle ne connaît pas pour pratiquer la Brit Mila. Aussi, ce qui est très important dans la Brit Mila, c'est la disponibilité du moelle. Être présent, passer avant, passer après, répondre au téléphone. Des fois, les parents à 22h, pour pas dire 2h du matin, ils t'envoient des WhatsApp, ils sont inquiets, tu as besoin de les rassurer. Donc, pour pouvoir faire la Brit Mila, et avoir cette disponibilité, il faut que ça soit ton métier. Et le moelle, c'est son métier. Il fait ça. Donc, cette disponibilité-là, elle existe uniquement chez quelqu'un qui est moelle, qui fait ça tout le temps. Comment on s'occupe du pansement du bébé? C'est quoi le suivi? Je me rappelle quand on avait écrit la foire aux questions sur ton site internet, on avait parlé de ça aussi. Il y a un suivi, je pense. Il y a une visite, 2 visites. Une fois que la Brit, elle est finie, le traiteur, il a déballé, il a remballé tout son matériel. Quel lien tu gardes avec les parents? Alors, le pansement, c'est très aléatoire. Ça dépend beaucoup des moalim. C'est très personnel en réalité, un pansement. Il y a des moalim qui vont retirer le pansement 1 heure après. Il y a des moalim qui vont retirer 48 heures après. Moi, personnellement, je le retire le lendemain. C'est moi qui reviens à la maison. Donc, je dis toujours aux parents, voilà, vous faites de la surveillance la journée. Le lendemain, c'est moi qui reviendrai pour le retirer. C'est la méthode qui me convient, mais il faut savoir que vraiment, c'est très aléatoire. Chacun, il a son confort avec son pansement. C'est très personnel. Voilà.
Et tu le suivis avec les parents, du coup? Tu envoies des photos pour voir comment c'est fait, ou tu repasses à la maison? Alors, je repasse le lendemain, mais la journée, moi, ce que je demande aux parents, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de saignement. Ils doivent vérifier qu'il n'y ait pas de saignement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, plus les heures passent, plus la probabilité est petite qu'il y ait un saignement. Surveiller que le bébé ait fait pipi, très important dans la journée. Et après, c'est tout. La nuit, il dort avec son pansement, donc il est en sécurité. Et le lendemain, je repasse, fin de matinée, début d'après-midi, retirer le pansement. Bon, aussi simple que ça. D'accord. En combien de temps le bébé est soigné? Alors, l'avantage de faire un brit milah à 8 jours, et ça c'est un bon argument aussi, quand des fois les gens, ils me demandent, je veux faire la brit à 1 mois ou à 2 mois, je veux attendre, il est trop petit. L'avantage quand on fait la brit milah à 8 jours, c'est que le bébé va cicatriser très très vite. Le saignement n'est pas très important, on n'a pas besoin de faire de point de suture, on va vraiment juste poser un pansement, 24 heures après on va le retirer, un micro-saignement, on va comprimer 1 ou 2 minutes, ça sera terminé. Donc ça c'est l'intérêt de faire la brit milah vraiment à 8 jours, dans le sens où le bébé va cicatriser très vite. Après, pour l'après-brit, ça dépend des moalim. Ce qui est important, c'est de mettre un corps gras sur la zone de la brit milah. On peut utiliser de l'huile d'amande douce, du tuile gras, de la pommade de vaseline, c'est très aléatoire. Chaque moali a sa méthode. Moi, j'utilise l'éosine, mais vraiment, toutes les méthodes sont bonnes. Quelles sont les difficultés du métier? C'est quoi les aspects les plus durs dans ce que tu fais? Alors, les aspects les plus durs de la brit milah. Ce qu'il faut savoir, c'est que la brit milah, c'est un plaisir. Donc, c'est vrai qu'on emploie des fois le mot dur quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Moi, il y a une histoire qui m'était arrivée quand j'étais à Torah Temet, et j'adore la raconter. Et j'avais un coiffeur en bas de la yeshiva, et j'allais chez lui donc pour me couper les cheveux. Et un jour, il a fermé. Quand est venu après l'Akba Omer, après la période du Homer, donc je suis allé chez le concurrent qui était un peu plus loin, puisque lui avait fermé. Et à ma grande surprise, c'est quelque chose qui existe qu'en Israël, ça, celui qui avait fermé s'est mis à travailler chez le concurrent. Donc en fait, il a embauché. Non seulement il a embauché, mais il lui donnait des conseils comment travailler. Et il lui a dit un conseil que je me rappellerai toute ma vie. Il a dit, Habibi, quand tu fais un travail, tu dois aimer ce que tu fais. Parce que les gens, ils le ressentent. Quand tu fais quelque chose parce que tu es obligé ou pour gagner ta vie, les gens, ils t'apprécient pas. Mais je sais pas si tu vois la forme. L'autre, un passionné, les gens, ils aiment aller chez quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Exactement. Donc ça, c'est l'essentiel. Donc, bien sûr qu'il y a des difficultés dans la brit milah, mais merci Hachem qu'on fait quelque chose qu'on aime, quelque chose qui a un beau métier. C'est quoi les difficultés de la brit? Alors, déjà, c'est la marche le Shabbat. Quand tu peux marcher des fois une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Je crois que le plus que j'ai dû marcher pour faire une brit milah, c'était 3 heures. Il y a aussi le dimanche, quand le dimanche matin, il y a des brites. Alors, tu peux pas être avec tes enfants, les enfants, ils sont seuls. Ça, c'est aussi un problème. Des fois, tu fais des brites un peu loin. Des fois, tu dois dormir là-bas. Et le problème des vacances. Alors, il y a une histoire que je comptais pas raconter. Mais ma femme, elle m'a dit justement, tu vas la raconter, cette histoire. Et c'est... Avec mon épouse, on avait décidé de partir de dimanche après-midi à mardi. Partir que nous, sans les enfants. Et moi, j'avais pris le billet exprès l'après-midi. Je me dis comme ça, s'il y a des briques le dimanche matin, je peux les faire. Et je dis à ma femme, écoute, la veille du départ, je lui dis, j'ai eu 2 appels de brit milah pour dimanche matin, il faut que je les fasse. Donc c'est bon, ça va le faire. Il y en a une à 9h, une à 10h30, le vol il est à 13h, il n'y aura pas de problème. Et j'ai bien briefé les parents, je leur ai dit surtout, voilà, 9h, on fait la brit, toi 10h30, on fait la brit, comme ça je peux partir après. Je fais la première brit, je vais à la deuxième, et la deuxième, elle a du retard. Le papa, il traîne, 1/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Est-ce que je vais partir? Je vais dire, bon, bah écoutez, je vous laisse. Tu peux pas laisser une salle avec des invités, leur dire débrouillez-vous. Donc je suis resté, évidemment, j'ai fait la brit milah, et t'as compris la fin de l'histoire. Je suis arrivé en retard à l'aéroport, on a raté l'avion. Les vacances, c'est le gros problème du Moël, parce que on sait jamais comment le mois il va être rempli, comment la semaine elle va être remplie à l'avance. Donc tu peux jamais te projeter et dire voilà, je vais m'absenter de telle date à telle date. Surtout les matinées en fait. Surtout les matinées. L'après-midi, après tu peux
peux déplacer un rendez-vous, c'est-à-dire quand tu prends des rendez-vous à la mairie ou chez le docteur ou quoi que ce soit, c'est toujours l'après-midi, quoi. Ah, systématiquement. Ouais. C'est impossible. Quand quelqu'un me dit viens on se voit le matin, je peux te dire 4 jours à l'avance, je peux pas te dire 10 jours à l'avance, c'est pas possible. C'est ça, quand je t'ai appelé, il y a 3 jours on a fixé, Ouais. tu m'as dit, je t'ai dit vendredi, je t'ai dit t'es sûr? Bon. Non, c'est ça. Mais enfin, tout ça pour dire que les vacances c'est très difficile. Le plus dur c'est le mois d'août. Parce que le mois d'août, en général, le mois d'août il est un peu plus chargé que les autres mois de l'année. Donc on a du mal un peu à s'absenter. Moi, dans mon cas, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de trouver un endroit qui est à côté de vacances, qui est à côté d'une gare ou à côté d'un aéroport. Comme ça, tu vois, je peux à la fois continuer les brides, à la fois être avec ma famille. Mais après, c'est sûr qu'il y a des moments où il faut se dire, voilà, je m'absente tant et tant de jours et tant pis, je ne serai pas présent pour les brides. J'aimerais revenir un petit peu sur où est-ce qu'on voit la circoncision pour la première fois dans la Torah et quelle en est la signification. Alors, tout a commencé avec Abraham. Hachem, il lui a dit « Italech lefanai veyetamim » fais la Brit Mila pour être entier. Alors, c'est intéressant, parce que la Brit Mila, on retire quelque chose, mais Hachem, la Torah, Hachem va appeler justement l'homme Tamim, entier, quand il va faire la Brit Mila. Donc, Abraham, il fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans, il n'est pas tout jeune. Il fait la Brit Mila Torquédé à Ishmaël, et en même temps Ishmaël, qui est âgé de 13 ans. Et un an après, il va voir son petit garçon, Yitzhak, et il va lui faire la Brit Mila. Et Hachem lui dit, à partir de maintenant, tous les bébés, Ubayom Hashmini Moal Bessar Orlato, on fera la Brit au 8e jour. Alors, il y a un sujet qu'on est obligé d'aborder, je pense, dans la signification. Dans la signification, c'est que Yitzhak, il a fait la Brit à 8 jours. Ishmaël, il a fait la Brit Mila à 13 ans. C'est lequel qui a le plus de mérite? Est-ce que c'est celui qui a fait bébé ou est-ce que c'est plutôt celui qui a fait à 13 ans? Étant conscient. Ouais. Moi, si on m'avait posé la question, j'aurais dit Ishmaël. Parce qu'il faut le faire quand même à 13 ans, tu t'assois, tu acceptes, tu te laisses faire, quoi. Tu donnes ton accord. Mais un bébé, il n'a pas de conscience. Il ne peut pas dire je veux pas. Alors, comment ça se fait que c'est en réalité, le peuple juif va venir justement d'Yitzhak et pas de Ishmaël? C'est d'ailleurs la question d'Avraham. Avraham, il dit Lou Ishmaël, il dit pour moi, c'est Ishmaël, la perfection, j'ai pas besoin d'Yitzhak. Mais en fait, Hachem, il veut nous enseigner ici que la force du judaïsme, c'est justement de faire les choses parce que Dieu l'a demandé sans chercher à comprendre. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. C'est, comme tu le sais, les nazis, dans les années 1930 et quelques, ils ont été les premiers à avoir créé une association pour défendre les animaux. Pour pas qu'on égorge les animaux, pour pas qu'on maltraite les chiens, les chats, etc. Et ces mêmes nazis, c'est eux qui ont tué 6 millions de juifs, qui les ont mis dans des chambres à gaz, qui les ont brûlés, qui les ont tiré des balles, massacrés. Mais comment est-ce qu'on peut maltraiter des hommes et créer une association pour défendre les animaux? Comment ça va ensemble? Seulement, quand c'est l'homme qui réfléchit, l'homme, il peut arriver à ses conclusions. Donc le nazi, il est arrivé à la conclusion que la vie d'un juif, ça valait moins qu'un chat. Donc c'est pour ça qu'il se permet de faire ça. Mais chez nous, les juifs, la réflexion, c'est la Torah. On a un code à suivre. Et en l'occurrence, dans la Torah, c'est marqué l'otir tsar, tu tues pas, tu ne tueras pas, point final. Donc Hachem, il dit, je dois choisir un peuple, Ishmaël ou Yitzhak. Alors on va dire, Ishmaël, il est plus fort parce qu'il a fait la Brit à 13 ans, il a accepté, il a compris. Hachem, il dit, mais justement, ce que j'attends du juif, c'est qu'il fait les choses parce que je suis son Dieu, pas parce qu'il a compris. Donc c'est pour ça que la force de la Brit Mila et l'origine de la Brit Mila, c'est justement le 8e jour. Il y a un mot du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Lubavitch, que j'aime beaucoup à ce sujet. Il dit que les gens pensent qu'il faut faire les mitzvot, donc les commandements qu'on ne comprend pas, comme si on les comprenait. C'est-à-dire comme ceux qu'on comprend. Parce que forcément, quand on comprend quelque chose, il y a plus de plaisir, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus de... La compréhension, elle amène... ton beau-père, il dit, la motivation, c'est donner du motif à mon action. Tu dois connaître cette phrase, il la dit souvent. Rav Katan. Et le rabbi précédent, il dit c'est le contraire en réalité. Les mitzvot qu'on comprend, et donc qui nous amènent cette satisfaction, ce plaisir, cet enthousiasme, on doit les faire comme si on ne les comprenait pas. Pourquoi? Parce que toutes celles qu'on ne comprend pas, en réalité, pourquoi on les fait? Juste parce que Dieu nous a demandé. Et des fois, quand on comprend, finalement,
si on ne fait telle et telle mitzvah parce qu'on l'a compris finalement, alors en fait on le fait pour nous. On va enlever quelque part Dieu de l'image, parce que finalement c'est parce qu'on comprend, et si on ne comprenait pas on ne l'aurait pas fait, donc finalement on le fait pour nous et pas pour Dieu. Donc il y a aussi cette idée de pour qui tu le fais. Est-ce que tu le fais pour te satisfaire personnellement? Alors bien sûr on doit trouver aussi un plaisir dans les mitzvot, on doit trouver aussi un certain accomplissement. On n'a pas dit que c'était interdit. Maïmonide dit même que toute raison qu'on peut trouver aux mitzvot, il faut les trouver, et c'est important, ça encourage. Mais il ne faut jamais oublier cet aspect divin, parce que finalement la religion c'est ça. Le judaïsme c'est le fait d'avoir un lien avec Dieu. Et si le lien avec Dieu il est remplacé par le lien avec moi-même et avec mon intellect, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Il faut s'attacher à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ça qui va finalement nous transcender. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Brit Mila pour les filles? La Brita, je ne sais pas, il n'y a pas de tekes, il n'y a pas de cérémonie qui est fait pour les filles. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, il y a la Gemara dans Avodah Zarah, elle écrit « Isha keman demaïla damia ». La femme, c'est comme si qu'elle était née déjà circoncis. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi l'explication? C'est la phrase de la Gemara. Ça veut dire que la femme, elle n'a pas besoin de passer par une marque dans son corps ou une souffrance dans son corps pour pouvoir créer le lien et le pacte avec Abraham et Hachem. Parce qu'elle, elle est naturellement associée à Hachem. C'est la même raison, c'est à peu près la même raison pour laquelle la femme ne met pas la kippa. Parce qu'on met la kippa pour se rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de notre tête et donc réveiller en nous la hirat shamayim, la crainte du ciel. Mais la femme, elle a naturellement cette crainte de Dieu. Donc elle est naturellement circoncis, elle n'a pas besoin de passer cette étape. C'est intéressant parce que j'avais lu une fois, pas dans un livre de la Torah, un livre profane, j'avais lu que on voit ça chez les hommes et les femmes de façon générale. Que les hommes ont plus tendance à aimer tout ce qui est uniforme, tout ce qui est, tu sais, le costume. Bien sûr, il y a des femmes aujourd'hui qui mettent enfin, depuis toujours, j'imagine qu'il y a eu des sortes de vestes et des chemises pour les femmes. Mais il n'y a pas ce côté de conformité. Tu vois, la majorité des hommes, en général, après il y a de tout, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le sujet, mais je parle de façon générale, un homme ne va pas mettre des habits qui sont de toutes les couleurs, qui sont un peu flash, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez les femmes. Parce qu'il y a un besoin chez l'homme de se conformer, de montrer qu'il appartient à tel et tel code, etc. Et c'est quelque chose que les femmes ont beaucoup moins. Tu vois, il y a aussi le côté social qui est beaucoup plus présent chez les femmes. Pourquoi le 8e jour? Tout à l'heure, on a parlé du 8e jour dans le sens technique, la coagulation, etc. Mais l'aspect spirituel du 8e jour, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs réponses. Mais celle que je vais citer, c'est celle du Likutei Torah, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé du fait que la Brit Mila, elle doit être faite justement de manière irrationnelle. Montrer à Dieu qu'on ne cherche pas à comprendre. Alors, il y a le Likutei Torah, le monde qui représente justement la nature, les règles de la nature, il a été créé avec le chiffre 7. 7 jours, 7 sphirotes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Comme on veut faire un lien avec Hachem, on montrer qu'on est au-dessus de la nature, au-dessus du rationnel, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de faire la Brit Mila justement le 8e jour, pour montrer qu'on est au-delà du rationnel. Ok, on va finir sur une note un peu plus détendue. C'est quoi ton histoire la plus incroyable dans le domaine de la Brit Mila? C'est quoi l'expérience que, je l'ai dit avec Menachem, il y a eu un avant et un après? Tu vois, tu peux dire waouh. Quand j'ai vécu ça, ça a changé ma conception de la Brit Mila. Est-ce que tu as eu une histoire comme ça? J'ai des histoires comme ça qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont changé même. Je peux pas rentrer trop dans les détails des histoires parce qu'il y a une certaine confidentialité envers les parents, des parents qui vont se reconnaître dans l'histoire, où des gens vont reconnaître les parents. Mais ce que je peux raconter, c'est que le lien entre toutes les belles histoires que j'ai vécues, et j'espère en vivre encore davantage, c'est qu'il y avait toujours un problème pour faire la Brit Mila. Par exemple, les parents ne voulaient pas, un papa ne voulait pas, une maman ne voulait pas, ou bien ils ne voulaient pas faire le 8e jour, ou bien ils voulaient faire la Brit Mila, mais sans l'aspect religieux. Ça m'arrivait plein de fois. Et grâce à Dieu,
Ça veut dire quoi sans l'aspect religieux? Faites juste la Brit Mila. Ah, d'accord, pas de bénédiction, pas Ah. de kidouche, pas de... D'accord. Et tu le fais? Et bah là, en fait, à l'intérieur de moi, je suis interrogé entre le fait, la Brit Mila, il faut faire la Brit. Est-ce que c'est important si on met le talit ou pas pendant la Brit Mila? Est-ce que c'est important si on récite tout le texte avant? Donc c'était toutes ces choses-là il fallait faire la Brit, mais c'était gênant. Et le point commun entre toutes ces histoires-là, c'est que Baruch Hashem, on a toujours fait les Brits à temps et Kadat Vekadin comme il faut le faire selon la halakha. Bon, le mot de la fin. Le mot de la fin est arrivé. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents ou aux enfants qui ont grandi, à tous les enfants à qui tu as fait la Brit? Est-ce qu'il y a un message que tu voulais transmettre? Alors, je voudrais remercier sincèrement tous les parents qui m'ont fait confiance pour faire la Brit de leurs enfants. Remercier les parents qui continuent à me faire confiance. Et remercier Hachem qui me donne le mérite de faire cette grande mission qui est de rapprocher les gens à l'alliance d'Abraham. Et je demande à Hachem qu'il me laisse ce route encore de très longues années, que je puisse continuer, si Dieu veut, jusqu'à l'avenue du Mashiach. Amen, amen. En tout cas, merci à toi pour ta présence et merci pour toutes ces belles réponses à ces questions que j'avais moi aussi. À très bientôt. Merci à toi, merci pour ton invitation, de bonnes nouvelles.